Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Dave Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et la maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. Rendez-vous compte, chaque fois je dis ça. Et c'est aussi surtout un magasin en ligne pour acheter du matériel photo et vidéo sur le site panajou.fr. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Lorgeril. Bonjour Raphaël. Bonjour Tom. Comment vas-tu ? Écoute, ça va super. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Je suis très content de t'accueillir dans ce podcast parce que j'admire beaucoup ton travail. Merci beaucoup. Pour que les gens le sachent quand même, on se connaît un petit peu. Oui. Un petit peu beaucoup même, depuis quelques années. On s'est rencontrés plusieurs fois. Et je le dis parce que je vais y faire référence à plusieurs reprises, certainement dans le podcast. L'année dernière, donc en 2022, on a fait une vidéo tous les deux, une conversation. Je crois que ça a duré 2 heures. Hein. Oui, quasiment 2 heures, ouais. C'est vrai qu'on avait bien discuté. Ouais. Et où on revenait sur ton parcours. On va revenir un petit peu sur ton parcours ici aussi, même si moi je le connais un peu, mais c'est parce que les gens ont besoin de le savoir aussi. On n'a pas forcément vu la vidéo, mais en tout cas, je vais y faire référence et ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui a évolué ou pas. Oui, entre l'année dernière et maintenant, ouais. Effectivement. Alors Raphaël, tu es photographe, directrice artistique. C'est ça. J'ai fait mes petites notes parce que je voulais pas rater mes mots, tellement j'aime beaucoup ton travail. Alors pour moi, et tu vas me dire ce que tu en penses, si tu te reconnais là-dedans, sur mes notes j'ai mis photographe expressionniste d'un univers singulier et onirique avec une œuvre teintée de mélancolie et de solitude. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Déjà, j'aime beaucoup le mot expressionniste parce que ça me fait penser au peintre et j'ai un rapport assez étroit avec la peinture et ma photographie. Donc, je suis très touchée par ces très beaux mots sur mon travail. Merci. C'est ce que je ressens. Je sais que tu es inspirée par la peinture très largement. On pourrait en parler. Si tu as des références dans la peinture qui t'ont inspirée dans ton travail ? Ah, il y en a beaucoup. Mais j'en citerai mes principales. Déjà, en premier, ce serait Edward Hopper. C'est un peintre réaliste américain. Qui est très fort pour moi dans tout ce qui est composition. On dirait presque de la photo, ouais. Mais c'est des vraies scènes de vie. Et justement, l'humain est un petit peu au centre de ces scènes, avec une solitude très empreinte. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez lui. Et sinon, le Caravage, très connu pour sa gestion de la lumière, avec son très célèbre clair-obscur. Et également Monet pour ses textures, Van Gogh, j'aime beaucoup Munch aussi, qui a un rapport très particulier avec l'autoportrait et qui a une mélancolie très forte aussi dans ses tableaux. Donc voilà, c'est un petit peu mes inspirations principales dans la peinture, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, j'imagine. Tu citais Edward Hopper, ouais. Il y a toujours eu quelque chose de très cinématique dans son travail. Et justement, j'aurais pu aussi dire que tu as un travail très cinématique, même si j'ai une petite nuance à apporter. Alors je regarde bien mes notes pour pas me tromper dans ce que je veux dire, dans ma réflexion. En fait, pour moi, de dire que qu'un photographe est cinématique, c'est pas forcément très représentatif parce qu'en fait, il y a plusieurs cinémas, plusieurs photographies à l'intérieur du cinéma. Je me suis amusé à réfléchir si on faisait dialoguer, par exemple, ton travail avec le mien. Je dirais que toi, tu as un travail inspiré du cinéma plutôt onirique, expressionniste évidemment, parfois un peu fantastique. Ouais. Là où moi, peut-être, mon travail est un peu plus réaliste et naturaliste, même si ça se dit pas vraiment. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a 2 cinémas. Il y a le spontané, dans lequel je te retrouve vachement. C'est spontané, il y a une énergie, il y a une espèce de création énergétique un petit peu qui sort de ton travail. Alors que moi, peut-être, en effet, ça pourrait peut-être plus passer par la gestion des couleurs. J'ai une post-production qui est assez... j'ai un gros travail de post-production sur mes photos, qui donne aussi également cette touche un peu cinématique, la gestion des lumières. Donc c'est vrai qu'on a... Nos travails représentent un petit peu 2 pans complètement différents de cet aspect cinématographique qu'on pourrait aborder à l'image, quoi. Effectivement, j'y ai pensé parce que moi, souvent, je me réclame de cette inspiration de très cinéma, souvent, quand je communique sur mon travail. Et c'est vrai que j'entends souvent, quand des gens qui parlent de ton travail me le disent très spontanément, c'est très cinématique ce qu'elle fait. Pour autant, on ne fait pas du tout la même chose, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais c'est quoi un photographe inspiré par le cinéma, tu vois ? En fait, c'est très large. C'est très large, mais je pense qu'en effet, il y a cette espèce de mise en place de l'humain aussi dans les clichés. Un humain qui ne va pas forcément regarder l'appareil photo, mais un humain qu'on vient photographier, où on s'imagine une histoire, on s'imagine une émotion autour de ça. Et c'est peut-être là-dedans aussi qu'on pourrait parler de cinéma, entre guillemets, dans la photographie. C'est ça. Grâce au hors-champ surtout.
Très bien. On va parler de ton parcours et de ton œuvre. C'est quoi ton histoire avec la photographie? Comment ça a débuté? Alors, j'ai commencé assez jeune à toucher à la photographie. Je pense quand j'avais 10-12 ans, quelque chose comme ça. C'est toujours resté avec moi et ça a vraiment évolué avec ma maturité, ma personnalité, ma personne entre guillemets aussi. Et il est arrivé un moment dans ma vie où, même si la photographie était un plaisir, mais elle est devenue une réelle passion et un moyen d'expression pour moi. Donc voilà, petit à petit, ça a vraiment évolué. Aujourd'hui, maintenant, c'est mon travail à 100%. Mais c'est vrai que j'entretiens une relation très intime avec mes photographies, avec mon travail en général. Et voilà, ça a évolué, on va dire, entre mes 10 ans et mes 25 ans aujourd'hui. Ça a eu le temps de changer. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a une relation presque un peu cathartique avec mon travail. Tu as fait des études ? J'ai fait des études, mais pas dans la photographie. Dans le visuel, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, BTS design graphique, dans le milieu de la publicité, mais on ne touchait pas trop à la photo. Mais ça restait quand même dans le visuel, mais pas de photographie. Je suis vraiment autodidacte à ce niveau-là. Mais ça t'a quand même aidé pour la direction artistique, j'imagine quand même ? Un petit peu. On va dire que ça m'a donné des pistes sur la construction, par exemple, d'un projet, comment mener à bien un projet, comment lui donner du sens, comment employer des bons mots aussi pour pas vendre son projet, mais disons pour en parler clairement, chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Donc c'est vrai que ça m'a donné un peu du contexte, on va dire, à mon travail, de pouvoir lui donner un petit cadre aussi. Donc, ça sert toujours comme quoi les études. Exactement. Là, ça avait quand même un lien, même si lointain, ça avait quand même un lien à ce que tu fais aujourd'hui, je trouve. C'est cool. Quel est ton sujet de prédilection, du coup, en photographie ? C'est quoi qui t'anime le plus ? Ce qui m'anime le plus, je pense que j'ai besoin de créer. J'ai vraiment besoin de créer. J'ai besoin de à la fois sortir mes émotions, à la fois envie de m'échapper un peu du monde dans lequel on est, un peu trop réel. Donc je dirais que c'est un peu créer mon petit univers à moi, tout en mélangeant ma vision des choses, ma vision des gens, mes émotions. Et de sortir un peu de cette réalité un peu trop réelle et d'amener un peu de rêve dans tout ça. Et comment on fait ? On en a déjà discuté, donc c'est plutôt marrant de te poser des questions où je connais un peu les réponses, mais comment on fait pour réussir à transformer ça en travail ? La photo en travail, je veux dire en travail où tu es rémunéré. D'accord. Déjà, garder sa personnalité artistique, c'est quelque chose d'essentiel si on a envie d'évoluer dans ce milieu. Et puis, trouver des domaines où on peut explorer ce genre de choses. Moi, par exemple, je travaille beaucoup dans le milieu musical. Ça veut dire que je peux vraiment utiliser ma direction artistique au service d'artistes qui ont besoin de développer des univers visuels, de faire des créations de covers, photos de presse, etc. Donc, je peux apporter, entre guillemets, ma vision, ma photographie, ma direction artistique à des gens qui sont également dans du milieu visuel, enfin, dans du milieu artistique, entre guillemets. Et ils viennent te voir spécialement pour ta patte. Oui, c'est ça. Ils viennent me voir pour ma patte. Et ça, c'est très chouette. Donc, c'est pour ça, quand je dis qu'il faut garder sa personnalité, c'est que c'est essentiel. Parce que si on a vraiment envie de s'accomplir aussi en tant qu'artiste photographe, le plus important, c'est de travailler avec son cœur, de garder sa personnalité et d'aller travailler dans des domaines qui nous correspondent. Pas forcément d'aller travailler partout, mais de garder ces domaines qui nous correspondent, dans lesquels on pourra mettre son cœur à 100%. Effectivement, et c'est en même temps très complexe parce que y en a beaucoup qui font, sans jugement, hein, mais il y en a beaucoup qui vont aller vers du portrait corporate, du mariage. Alors il y en a qui aiment complètement ça, donc du coup c'est leur sujet de prédilection. Mais il y en a aussi qui se fourvoient peut-être un peu parce qu'ils essayent de gagner leur vie avec la photographie en faisant des choses qui leur plaisent pas forcément. Ce que tu as fait, je trouve, c'est particulièrement courageux et c'est en réalité assez difficile à mettre en place, je pense. Et c'est là où on voit la différence entre la prestation dans la photographie et la création photographique. Oui. Et c'est vrai que c'est deux manières de travailler qui sont complètement différentes. La prestation, on s'adapte au client, et la création, on crée pour lui, tout en s'adaptant évidemment. Mais voilà, on a une démarche vraiment créatrice où on part de zéro et on crée main dans la main avec la personne avec qui on travaille. Ouais.
Et là, je te rejoins là-dessus. Et est-ce que tu peux nous parler d'une série phare que tu as créée sur toute une sacrée période, 1 an, je dirais, c'est ça ? 2 ans même. 2 ans. Ouais, je 2 parle ans. de la série Aucun Signal, du coup, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux la décrire globalement et nous en parler un peu plus ? Bien sûr. Alors, Aucun Signal, c'est une série que j'ai réalisée auprès d'un arbre perché en haut d'une colline. Un arbre avec une forme magnifique, tout droit sorti d'un film. Tout droit sorti d'un Miyazaki. D'un Miyazaki, d'un film, même d'un rêve, quoi. Ouais. Vraiment, il est perché en haut d'une colline, seul. Vraiment, il y a un espace sublime autour. Et puis, dès la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en faire quelque chose de cet arbre. Et puis, c'est vrai que je m'y sentais bien. C'était un petit peu mon refuge. Pour vous expliquer, d'ailleurs, il se trouvait juste à côté, en fait, de chez mes parents, qui habitent en pleine campagne. Et du coup, j'ai commencé à créer une première image qui m'a plu, où je me suis dit, bon, c'est vrai que là, j'aborde un peu une manière différente de travailler, parce que moi qui étais dans le portrait artistique, là, j'ai pris beaucoup de recul. On aurait presque dit une photo de paysage. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est un autoportrait, parce que je m'y suis figurée en toute petite sur l'image. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas travailler un même plan avec ce même arbre, mais au travers des saisons. Même au travers, pas forcément des saisons, mais de toutes les lumières, de toutes les ambiances que peut nous offrir la nature, et de développer, de montrer en fait les différents aspects de l'arbre au fur et à mesure du temps. Donc j'ai créé ma première image, je crée la seconde au printemps, la troisième en été, la quatrième en automne, et donc tout ça s'est vraiment étalé sur 1 an et demi, 2 ans quasiment. Et puis il est arrivé un moment où le paysan du champ a décidé de couper l'arbre pour je ne sais quelle raison. Il devait le déranger très sûrement dans le labourage de son champ. Mais il a décidé de le couper et ça a mis fin à ma série. Parce que j'ai fait 4 images, mais je comptais vraiment en faire plus. Je n'avais pas forcément d'idée précise de combien d'images je voulais en faire. Je m'étais d'ailleurs inspirée d'une série de peintures de Monet qui avait développé, donc il avait peint des meules de foin. Je crois qu'il y a plus d'une 40aine de tableaux de ces meules de foin sous toutes les saisons, toutes les lumières. Et en fait, je m'étais vraiment inspirée de ce concept-là, de garder un plan et de voir toute l'évolution qu'il peut y avoir autour. Et sauf que du coup, le paysan a coupé mon arbre. Je l'appelais mon arbre, mais, parce qu'il y avait vraiment une relation entre lui et moi. Enfin, c'était vraiment mon petit cocon. Et du coup, j'ai signé ma série avec une dernière image où on voit l'arbre coupé et où je me suis également placée à côté de lui. Donc, ça apporte une tournure bien plus dramatique que ce qu'il y avait avant. Et ça a signé, du coup, la fin de cette série. D'une triste, mais d'une manière forte, on va dire. Parce qu'au final, ça dégage énormément de sens sur l'homme, la nature. Effectivement, les droits qu'on peut prendre par rapport à elle. Ouais. Et sur le fait de tout raser. Donc... Effectivement, la façon dont ça s'est achevé, malgré toi, je trouve que ça a donné beaucoup plus de puissance à ta série. Ouais, qui aurait été une étude de lumière sublime comme série, mais là, ça a pris un sens exactement. Surtout, ça a été une étude un peu de la nature, et puis l'homme est arrivé, comme d'habitude, et a signé la fin. Et d'ailleurs, tu as pu en parler ou tu t'as évoqué le paysan Non, tu n'as pas pu en parler. C'est le paysan d'un village d'à côté. Je n'ai pas envie d'aller le confronter parce que franchement, sinon je pense que ça va très mal se passer. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que quand je l'ai appris, j'ai été vraiment, j'avais l'impression d'avoir presque perdu quelqu'un. Ouais. Parce que c'était un endroit un peu hors du temps où au-delà de mes créations photos, personnellement, j'aimais beaucoup m'y retrouver. Je comprends. C'était vraiment triste quand j'ai vu cette photo que tu l'as postée sur Instagram. J'ai fait oh là là. Ouais. Vraiment chargé d'émotions. C'est ça. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler et puis parfois il se passe de mauvaises choses dont on n'aurait pas forcément imaginé. Surtout que je ne comprends pas en quoi il le gênait cet arbre parce que ça avait l'air d'être un espace très grand, très vaste. C'était un espace extrêmement grand, extrêmement vaste. Donc moi non plus, je comprends pas. Surtout que ça fait des années que ce paysan est là, ça fait des années que cet arbre est là aussi, et il a décidé de le couper là maintenant. C'est fou quand même. Voilà. Ouais, donc je ne m'explique pas. C'est pour ça que je te demandais si tu l'avais vu parce que l'explication. Non, je pense qu'il s'est réveillé un matin, il s'est dit tiens cet arbre me gêne, je vais le couper. Peut-être, je sais pas, mais. J'espère que c'est pas ça. J'espère qu'il y a une raison. Ouais. Bizarre. En 2021, je passe du coq à l'âne. Oui, c'est pas grave. Mais bon, en 2021, tu as déménagé à Paris parce que tu étais beaucoup sur Bordeaux, notamment pour tes études. Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe aujourd'hui surtout ? Parce que, encore une fois, dans la vidéo qu'on a tournée tous les deux l'année dernière, tu étais dans une période
comment dire, d'adaptation, qui n'était pas forcément facile tout le temps. Maintenant, ça fait un peu plus de temps déjà que tu es sur Paris. Donc, avec le recul, comment tu te sens à Paris? Comment ça se passe pour toi? Alors, l'adaptation est encore là, parce que c'est vrai que moi qui ai un rap, j'aime la nature, j'aime la liberté, entre guillemets, de vivre. Et puis c'est vrai qu'à Paris, on est enfermé dans notre petit appartement, dans des rues qui se ressemblent toutes, où du coup, ma créativité n'est pas forcément à son paroxysme, on pourrait dire. Mais même si je crée moins, j'ai plus d'ambition concrète dans mon travail. Ça veut dire que là, par exemple, je suis en train de préparer mon exposition, ma première exposition solo. On va d'ailleurs en parler plus précisément tout à l'heure. Ok. Et du coup, voilà, c'est un projet que je pense que j'aurais peut-être pas pensé en étant à Bordeaux, par exemple. D'accord. Parce que Paris me permet de voir plus loin dans mon travail. Donc, même si c'est pas mon confort créatif, on va dire que pour mon confort artistique et mes ambitions, je suis au bon endroit. Je peux créer des contacts, je peux avoir des ambitions un petit peu plus grandes, on va dire, que lorsque j'étais à Bordeaux. C'est un petit peu triste que tout soit centralisé à Paris. Mais malheureusement, c'est le jeu aussi. Donc, j'ai fait un petit sacrifice en partant là-bas. Mais j'ai plus d'ambition, on va dire, réelle et concrète pour mon travail. J'y vois moins flou. Oui, je vois. Mais du coup, est-ce que tu fais des photos à Paris même? Oui. Est-ce que tu arrives à être inspirée Alors oui, je fais toujours de la commande. Je fais beaucoup de commandes. Ouais. J'ai vraiment pas arrêté, mais je fais beaucoup moins de projets, personnels. Ce que je faisais énormément à Bordeaux, parce que j'avais un confort créatif qui était génial. Je pouvais accéder à des lieux en campagne en 20 minutes en voiture. Oui. Je connaissais le coin super bien, donc j'avais vraiment tous mes repères et tout un confort créatif. Et donc c'est vrai qu'en étant à Paris, j'ai pas accès à tout ça. J'ai pas accès à toute cette liberté. C'est vrai que mettre en place un projet, ça demande une énergie phénoménale. Et comme je travaille beaucoup plus pour pas des prestations, mais pour des commandes, on va dire, je travaille moins pour moi. Donc, on va dire que j'ai adapté, entre guillemets, ma manière de travailler. Mais c'est vrai que ça fait du bien de prendre des petits moments de recul où on peut vraiment se focus sur ses créations personnelles. Ça fait du bien parce que moi, ça me manque de ne pas travailler pour moi. J'imagine. Est-ce que c'est pas encore plus satisfaisant quand tu reviens sur des projets personnels parce que tu en fais beaucoup moins du Exactement. coup? C'est une espèce d'effervescence du coup. Ah oui, là je suis en extase de création quand je reprends mes projets perso. Je redouble encore plus de plaisir que ce que je pouvais faire avant. Et au final, ça me permet de plus prendre le temps de réfléchir aussi à ce que je vais faire. Même si j'ai toujours été dans des travaux de réflexion, là, parfois, je peux prendre 6 mois à écrire un projet, à penser à des idées. Et je me dis, voilà, je le ferai la prochaine fois que j'irai à la campagne, la prochaine fois que j'irai ici. Là, maintenant, je peux pas le faire, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, ça me permet de prendre le temps de faire évoluer les choses et de pas me précipiter dans quelque chose... sans pouvoir l'enjoliver, entre guillemets, prendre le temps de le faire évoluer, quoi. Jusqu'au jour où se rejoindra le moment où tes créations deviendront pleinement ta façon de vivre, en fait. C'est ça, je l'espère. Et puis j'espère ne plus vivre à Paris aussi pour ça. Ou alors du moins pouvoir créer mes décors à 100%, avoir vraiment un confort, un vrai confort. Là, c'est pas encore trop le cas, donc c'est vrai que je fais comme je peux, on va dire. Mais c'est vrai que en tant que photographe, avoir un confort créatif, un confort de... Ouais. C'est génial, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Tu me fais penser à ce fantasme que j'ai d'avoir pas un petit studio, mais un énorme studio avec des moyens de cinéma où tu peux recréer décor. Exactement. Où tu peux même faire des projections, tu peux allier plein de techniques de cinéma qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'il y a les effets spéciaux et c'est refait en numérique. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça? Non, mais je pense que c'est le rêve de tout créateur. Et c'est comme tout à l'heure, je te parlais de la maison de Monet à Giverny. Ouais. Monet, donc ce célèbre peintre qui a sa maison qui était vraiment sa plateforme de création, entre guillemets. Il a créé ses décors pour les peindre. Et c'est vrai que moi, d'avoir ma maison avec mes décorations, mon jardin, des décors autour de moi qui seraient faits pour mes photos, mais alors là, je serais la plus heureuse. Tu m'étonnes. Et oui. Et tu parlais potentiellement un jour pouvoir quitter Paris. En fait, c'est pas que tu l'envisages, c'est que tu espères un jour pouvoir. Donc tu t'y sens pas vraiment bien du coup.
je sais que j'y suis pour le moment pour faire évoluer mon travail de manière concrète, entre guillemets, mais j'ai pas envie d'y rester. C'est pas une ville dans laquelle je me sens très bien. C'est très épuisant énergétiquement. C'est pas le cadre de vie dans lequel je m'épanouis vraiment. Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de nature. Même si j'adore la ville, je pense que j'ai besoin d'avoir quelques petites piqûres un petit peu à la campagne pour me ressourcer. Mais pas Paris à 100%, quoi. C'est très épuisant. Je comprends. Et pas très inspirant non plus. Non, du tout. Il y en a que c'est inspirant pour autant. Oui. Ça a toujours été une ville très inspirante pour certains photographes. Mais là, pour le coup, je te rejoins. Ouais. Mais j'ai le même problème à Bordeaux, faut oui. dire. La ville ne m'inspire pas du tout. Non, mais on est des photographes de nature, d'extérieur. Oui. Et c'est vrai que... surtout que les architectures sont quand même très uniformes. Donc, très belles architectures, mais pas forcément dans nos styles de photographie. On ne fait pas de street photo, on n'est pas dans cette dynamique-là. Donc c'est vrai que quand on aime la nature, on ne se retrouve pas forcément en ville, quoi. Non. Et puis en plus, l'architecture, quand même, c'est très pierre. C'est très européen, très français pour le coup. C'est vrai que si je devais faire de la street, New York. Moi, je pense à New York, en carrément. fait. Là, pour le coup, je pourrais m'y retrouver personnellement. Carrément. Et puis surtout, que c'est ce que j'allais dire par rapport à Bordeaux, Paris, etc. On est dans cette espèce de réalité trop réelle, quoi. Ouais. On sait qu'on est à Bordeaux en 2023. À New York, tu peux trouver, je pense, des spots un peu désaffectés, des endroits un peu plus bruts, où on pourrait se projeter à d'autres époques que l'actuelle. Donc c'est vrai que Bordeaux, Paris, on est trop dans le maintenant, dans le réel. Moi qui aime beaucoup naviguer entre rêve et réalité, là on est trop sur Terre, quoi. Oui. Donc, Puis en plus New York, pour y avoir été, j'y ai habité un mois entier. C'était super cool. Et c'est une ville qui, alors non seulement qui est énorme, gigantesque, et qui évolue constamment. C'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, t'as des quartiers qui changent complètement. C'est des malades. Ouais, donc tu as un renouvellement perpétuel qui te permet de redécouvrir sans arrêt ta ville, quoi. Ouais, ça m'avait scié, le dynamisme de la ville m'avait vraiment scié pour ça. On va changer de sujet. Ok. Mais on reste dans la photo quand même. En cuisine. Alors, quel est ton plat préféré, Raphaël? L'année dernière, je fais toujours référence à cette vidéo qu'on a tournée ensemble. Oui. Vraiment, je vous invite, celles et ceux qui nous écoutent, à la regarder, si ça vous intéresse, évidemment. On avait parlé des muses, le sujet des muses, ça c'est un sujet qui me touche beaucoup particulièrement, tu le sais. Et toi aussi, c'était quelque chose qui te touchait beaucoup. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu travailles toujours avec des muses? Est-ce que tu as la possibilité de travailler avec des muses? Oui. Comment ça se passe autour de ce sujet? Oui, moi j'aime beaucoup retravailler avec les mêmes personnes. Déjà parce qu'il y a cette cohésion artistique qui pour moi est essentielle. De savoir que la personne que je vais prendre en photo adhère à mon univers, c'est essentiel. Je peux pas, sinon ça veut... Enfin, je peux pas. Sinon, ça enlève une espèce de dynamisme, d'homogénéité entre tout le monde. Donc, j'ai besoin de cette cohérence, ça resserre les liens. Et puis, en fait, de retravailler avec ces mêmes personnes, ça crée du lien, ça crée de l'affection, ça crée cette envie de reprendre en photo, de retravailler des univers pour cette personne. Et... Donc j'adore découvrir de nouveaux visages, mais si je photographie un nouveau visage, c'est fort probable que je le rephotographie une seconde fois, une troisième fois, etc. Ouais, je comprends, j'ai la même démarche pour le coup. Et puis ça te permet aussi d'aller parfois un peu plus loin. Exactement. Dans le sens, la personne déjà, elle te connaît, elle sait ce que tu aimes. C'est ça. Ça, c'est vraiment un confort, on s'en rend peut-être pas forcément compte tout le temps, mais c'est un confort immense. Ah mais totalement. Je vois par exemple avec Roxane, entre notre premier shooting, parce que Roxane est une modèle que j'ai shootée quasiment une dizaine de fois, mais entre notre premier shooting et le dernier, on voit vraiment l'aisance, toutes les deux qu'on a pu prendre, déjà dans la mise en place des univers et puis dans les idées, quoi. On est allé beaucoup plus loin, même moi je me suis permise d'aller beaucoup plus loin, et c'est vrai que ça permet de se lâcher, de se libérer, de ne pas avoir peur d'aller trop loin dans ses idées, parce qu'on a peur que la personne avec nous n'adhère pas forcément, quoi. Ouais, totalement. Et en parlant de Roxane aussi, j'ai parce que je la photographie aussi, donc Holo, pour ceux qui la connaissent. Ce qui est génial avec elle, c'est que je suis arrivé à un point où on collabore sur la direction artistique. Et il y a vraiment un échange comme ça entre deux cerveaux créatifs, et ça donne des photos qui n'auraient jamais été pareilles si c'est moi seul qui avais décidé de quoi faire. Et ça, c'est chouette. Ouais, tu fais pas ça avec tout le monde non plus, c'est pas forcément évident. Non, c'est chouette, et puis ça rajoute vraiment de la valeur ajoutée à notre vision à nous, à notre travail.
Et au fond, on en a toujours retrouvé des connexions artistiques depuis toujours, entre des poètes, entre des peintres, oui, c'est vrai. Des relations artistiques, soit de haine, soit d'amour, soit d'évolution, soit de différence. Et donc, je pense que c'est essentiel de pouvoir s'entourer de gens avec qui on peut créer, avec qui on peut évoluer, et qui nous permettent aussi de prendre confiance en nous, en notre travail, et en légitimité, évidemment. Donc non, c'est précieux de travailler entouré. Et j'en profite d'ailleurs pour parler d'un sujet, parce qu'on me l'a évoqué il n'y a pas si longtemps que ça. Pour certains, alors plutôt une vieille génération, je pense, et pour certains, le mot muse est connoté avec relation amoureuse. Et alors, autant mes muses, il y a une vraie relation d'amour, mais c'est inconditionnel, c'est mes petites sœurs. Tu vois, il n'y a pas de... Non, de vision bizarre. Non, voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée dans le mot amour que j'utilise. Et il y en a, a priori, qui s'interdisent de dire le mot muse, parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'art, la muse a souvent été... c'est souvent des artistes hommes, la muse, c'est la femme de l'artiste. Oui, c'est ça, comme on pouvait trouver chez Picasso, chez les surréalistes, avec Gala, etc. Mais non, le mot muse, pour moi, c'est l'inspiration. Tu regardes la personne, t'es inspiré. Ouais. Même sans bouger, sans faire quoi que ce soit, elle t'inspire quelque chose. Et tout le monde n'est pas capable de ça. C'est même pas question de beauté, de critères, de quoi que ce soit. C'est notre regard à nous, nos sentiments à nous, qui vont chez une personne puiser quelque chose, puiser une inspiration, puiser un regard, puiser des idées. Et c'est magique, en fait. C'est comme des relations avec les gens. Il y a des gens avec qui on a une connexion très forte, des gens qu'on apprécie beaucoup, mais il n'y a pas cette connexion. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Ouais. Mais quand il y a une connexion qui se passe, c'est magique. Il y a ce truc en plus. Il y a ce truc en plus. Voilà. Effectivement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et je me rappelle, j'en avais une discussion avec Xenia, que tu connais aussi, qui pour les auditrices... je vais y arriver. Auditrices et auditeurs. C'est une de mes muses, mais aussi une modèle que tu avais photographiée. Oui. Ouais. Et je crois qu'à un moment donné, je lui avais fait un petit mot, je lui avais mis « je t'aime », quelque chose comme ça. Et elle m'avait mis un truc du genre... Je ne me rappelle plus exactement la phrase qu'elle avait mis, mais c'était du genre je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cet amour. Et en fait, c'est ce que tu dis. C'est en fait, limite, elle respire, elle m'inspire. C'est ça. C'est exactement ça. Tu ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas forcément une cause. C'est comme ça. Non, c'est les émotions qui parlent. Et je pense que tu as très bien résumé le truc du genre, les gens qui ne sont pas créatifs, on peut retrouver cette chose que nous on ressent quand tu rencontres une personne, et ça colle. Ça connecte. Et plus qu'avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est cette espèce de lien un petit peu magique. Et c'est ce qui nous arrive, sauf que nous on en fait des photos. C'est ça, exactement. Nous on en fait des photos. Ouais, c'est comme si on avait rencontré ces gens-là dans une autre vie un petit peu. Ouais. Et que on se reconnecte aujourd'hui, quoi. Donc c'est précieux, c'est très fort. Raphaël, tu fais aussi des autoportraits beaucoup. Oui. Ça constitue quand même une sacrée part de ton œuvre. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui t'attire dans l'exercice de l'autoportrait ? Alors, je ne sais pas ce qui m'attire dans l'exercice de l'autoportrait. À vrai dire, je m'y suis mise un petit peu comme ça. Ouais. Parce que une fois, je me rappelle, j'avais dû avoir un nouvel objectif ou un nouvel appareil photo. J'avais pas forcément de personne sous la main pour aller m'exercer. Je voyais une belle lumière dans mon jardin et puis je me suis dit allez hop, j'attrape mon trépied, mon appareil photo et puis je vais prendre des photos toute seule. Et en fait, ça m'a un peu débloqué ce truc. Et puis au fur et à mesure du temps, comme je le disais un petit peu au début sur le côté cathartique de mon travail, il y a ce pan vraiment intime que j'ai pu créer entre ma relation d'autoportrait, mes sentiments, mes émotions, mon envie en fait de dire des choses que je n'arrivais pas forcément à exprimer avant. Et donc au-delà du fait de prendre des photos, il y a cette envie de relâcher des choses en fait, à travers mes images, à travers ma présence sur l'appareil photo. Donc il y a un côté un petit peu magique dans ma création. Et j'entretiens vraiment une relation très forte avec mes autoportraits. C'est mon journal intime, sans être très intime, vu que je les partage à tout le monde. Mais oui, mais c'est cathartique, du coup. Exactement, ouais. Ouais, je vois. Je l'avais mise, tu vois, cette question, je voulais évoquer les autoportraits, je l'ai mis juste en dessous des muses. Et je me disais, est-ce que... C'est difficile de faire un lien. Est-ce que tu es ta propre muse ou est-ce que c'est quand même quelque chose de différent de ça ? Alors, je ne suis pas ma propre muse parce que je ne pourrais pas me mettre en scène comme je pourrais mettre en scène mes muses à moi. Effectivement.
par exemple, techniquement. Ouais. Et puis même, par exemple, dans mes autoportraits, je suis jamais le visage en plein devant parce que mon visage m'inspire. Non, mon visage ne m'inspire pas. Effectivement. Mais c'est mon envie de mettre en avant pour mettre en avant mes émotions à moi. Ouais, c'est plus mes émotions que je vais mettre plutôt que mon visage. C'est beaucoup de clair-obscur dans tes autoportraits. Ouais, beaucoup. Dans ton travail en général, mais plus les autoportraits. Ouais, c'est ça. On va jamais me voir avec le visage vraiment obvious, quoi. Au premier plan, comme ça, on sait que c'est moi. Non, c'est toujours du suggéré. Comme avec ma série Aucun Signal, par exemple, je suis juste en silhouette. Parfois, je peux être de 3/4 dos. Donc, ça va plus être un concept émotionnel que je vais mettre en avant plutôt que ma personne. Et j'utilise en fait ma personne pour créer ce contexte, ce concept émotionnel, on va dire. Ouais, je vois. Moi, j'ai essayé l'autoportrait à quelques reprises. J'arrive pas à... Mais là, je pense que c'est pas genre je m'inspire pas ou quoi. Ça peut être ça, mais c'est... J'arrive pas à me mettre en scène parce que techniquement, je crois qu'il y a un côté paresse en fait. Là. Vraiment, techniquement, ça me saoule. C'est atroce. Enfin, c'est atroce. Franchement, parfois, je me suis déjà pas énervée, mais franchement, j'ai piqué des crises parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Franchement, d'être à la fois photographe, modèle, gérer le décor, les aléas, le vent, mettons ton appareil photo qui tombe parce que tu dois retrouver le même cadrage. Et puis parfois, tu as des envies de cadre que tu ne peux pas faire. Parce que mine de rien, un trépied, c'est quand même assez fixe. On est obligé de se contenter un petit peu des possibilités de notre trépied. Donc il y a beaucoup de contraintes, mais il faut savoir s'adapter. Mais c'est vrai qu'elles sont bien fatigantes parfois. Moi, souvent, mes séances d'autoportrait, elles durent jamais plus d'1 heure. Ouais. C'est très épuisant, mine de rien. Même de ne pas arriver à ce qu'on veut faire, on se frustre en fait. On a envie de faire plus et puis on ne peut pas faire plus. Donc parfois, il faut s'arrêter, il faut se dire ok, c'est bon, j'ai testé quelque chose, peut-être que ça donnera un truc, peut-être que ça donnera rien, tant pis. Puis tu es toujours toute seule quand tu fais les autoportraits ? Toujours. Alors avant, j'étais avec Marie qui maquillait tous mes shootings avant, tous mes projets. Donc elle m'accompagnait souvent pour réaliser le maquillage par exemple, si j'en avais besoin pour des autoportraits ou pour me soutenir aussi un peu émotionnellement. Mais sinon, en général, dans les 3/4 du temps, je suis toute seule. Je suis toute seule parce que c'est un peu ma bulle aussi. C'est mon petit moment où je me dis, tiens, allez hop, je me consacre à mes autoportraits. J'ai une petite idée vague en tête, j'y vais, on verra ce que ça donne. Et puis c'est mon petit moment à moi, quoi, de création. Bien sûr. Et alors, question toute bête techniquement, mais parce que j'allais dire, la connexion avec les applications sur téléphone, je trouve que ça marche jamais très très bien. Oui, t'as une télécommande, toi, ou tu fais avec l'iPhone ? Ouais, je fais avec le téléphone. Et puis parfois, il y a des fois où je m'éloigne trop de l'appareil photo, du coup, ça perd la connexion. Ouais. Du coup, je dois recourir vers mon appareil photo pour le reconnecter. Donc, c'est pareil, il y a toujours un petit peu de contrainte, mais c'est quand même super de pouvoir avoir un rendu direct sur son téléphone, de pouvoir voir le cadre, faire quelques derniers petits réglages dessus et puis déclencher direct, quoi. Ça, franchement, c'est bien pratique. Oui. Mais je trouve que ça marche pas de ouf. Non. C'est pas hyper actif, c'est chiant. Ça m'embête. Je comprends. Pour être gentil avec le mot. Tu l'as évoqué, je crois que tout à l'heure, mais tu travailles beaucoup avec des artistes musicaux. Oui. C'est quelque chose que tu voulais faire ou c'est parce que eux sont venus à toi et que progressivement ça est devenu quelque chose que tu fais assez régulièrement, je crois ? Ouais, c'est... Comment ça s'est passé ? Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément eu l'envie ou le désir d'aller vers cet univers-là. Et pourtant, je suis une grande fan de musique. J'en écoute tous les jours. Et c'est vrai que, en fait, ça s'est un peu présenté à moi comme ça. J'ai travaillé un petit peu sur des clips aussi. Donc là, pour mon travail photographique, je fais pas mal de création de covers, pochettes d'albums, ou photo presse, création d'univers, etc. Mais j'ai aussi travaillé un peu sur de l'écriture de clips, sur de la direction artistique. Et c'est ça qui m'a amené petit à petit à travailler dans ce milieu. Et aujourd'hui, c'est quasiment l'entièreté, on va dire, de mes commandes clients. Quasi entièreté, c'est la majorité. Mais c'est vrai que non, c'était pas forcément un univers où je m'étais dit, tiens, j'ai envie d'aller là-dedans. Ça s'est présenté un petit peu tout seul et je me suis dit, en fait, ça colle pas mal, quoi. Parce que c'est vrai que dans la musique, on a ce besoin de créer de l'image sur quelque chose qu'on entend, mettre de l'image sur un son. Et au fond, ça a pris tout son sens. Donc, je m'épanouis pas mal dans ce milieu. J'ai pas envie de ne faire que ça. Il y a plein d'autres milieux qui m'intéressent aussi.
Mais je m'épanouis pas mal dedans et c'est chouette. Bah ouais, c'est chouette. Et quand tu vas sur Spotify, que tu tombes sur une pochette faite par toi, je peux te dire que même si je connais pas l'artiste, je sais qui a fait la photo. Ah, génial. Ça, c'est super cool. Tu dois être quand même contente de voir tes pochettes d'albums sur... Enfin, tes pochettes d'albums, oui. Quelque part, c'est tes pochettes d'albums. En quelque sorte. Ça, c'est cool. Ouais, bah, c'est vrai que la première fois que j'en ai fait une, ça a été une petite fierté de me connecter à Spotify et même de, tu sais, si tu vas sur Deezer ou sur Spotify, sur l'accueil, et puis là, tac, tu vois ta pochette, ta photo. Oui, il y a ça aussi. Et ça a été une fierté. Hein. Franchement, de voir un peu ces photos voyager dans d'autres plateformes que son site internet ou son Instagram, voir qu'on peut prendre de l'ampleur un petit peu ailleurs, se faire voyager un peu son travail, c'est toujours... Ouais, c'est chouette. Mais alors, par contre, tu vois, il y a un petit côté ingrat à ça, et on s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas fait soi-même, de faire des photos de pochette, en l'occurrence. C'est que tu n'as jamais ton nom sur... c'est le nom de l'artiste, en l'occurrence. Si tu veux savoir qui c'est qui a fait la photo, il faut s'accrocher, en général. Hein. Oui, il faut aller sur le profil de l'artiste. S'il a publié la cover, parce que parfois, quand un artiste évolue, il ne va pas forcément garder les pochettes qu'il a fait il y a 6 ans. Donc, non, il faut s'accrocher. Après, les gens qui sont vraiment intéressés par l'artiste, qui sont vraiment intéressés par une niche musicale, par exemple, souvent, ils sont intéressés pas mal quand même par qui a fait la photo, qui a produit. Enfin, toutes les personnes un peu dans le visuel, dans le milieu musical, ils sont assez renseignés quand même. Moi, je sais que je suis fan de clips, et du coup, je me renseigne toujours sur qui a réalisé le clip, qui a fait la DA, qui a fait la pochette, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, si on est un peu intéressé par ce milieu, on peut retrouver facilement. Mais c'est vrai que sinon, t'as raison, c'est pas forcément noté partout, quoi. Avec un petit peu d'huile de coude et de recherche, on trouve facilement. Aujourd'hui, à l'époque, c'était déjà plus compliqué. Oh là, oui, vraiment. Moi, je collectionne les vinyles, j'adore ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une belle pochette sur un vinyle. Parce que le CD, c'est un peu petit. Spotify, c'est carrément trop petit. Et puis c'est du digital, quoi. C'est du digital, tu l'as pas entre les mains. Est-ce que tu as déjà eu ta photo sur un vinyle, sur un pressage vinyle ? Alors non, je n'ai pas eu ma photo encore sur un pressage vinyle, mais j'adorerais. Je crois que vraiment, même si j'aime pas l'artiste, je crois que j'achèterais le vinyle où il y a ta photo dessus, vraiment. Non, j'ai un doute, mais je suis pas sûre. CD, oui, mais je sais pas si ça a été sorti en vinyle, mais je crois pas. Tu devrais le savoir normalement si tu as négocié les cessions de droits par rapport à... Oui. En général, tu le sais, parce qu'ils font le détail, parce que c'est pas du tout les mêmes coûts. Ouais, exactement. Mais non, il me semble pas. CD, mais c'est vrai que CD, c'est petit, quoi. Mais un vinyle, t'as un bel objet. Ouais. Ça te fait presque un petit poster, quoi. Et c'est grand, oui, voilà. Ouais, c'est ça. Mais les vinyles qui s'ouvrent en deux, où t'as la photo en... t'as l'objet. Waouh. C'est génial. Je sais que j'ai des vinyles que j'ai achetés. Qu'est-ce que j'ai acheté comme vinyle dans cette optique-là ? C'était vraiment juste pour la beauté de la photo ou de l'artwork. Exceptionnel. C'est une œuvre d'art. Ouais, c'est ça te fait un objet d'art chez toi. Et puis c'est important de cultiver ce côté concret, artistique, enfin, avoir l'objet dans le réel et pas se contenter de juste être sur les téléphones. C'est bien aussi d'avoir son petit CD, son petit vinyle, son tirage, enfin, de rendre concret un peu les créations artistiques des artistes qu'on a autour de nous, quoi. Et oui. Je pense que là, c'est foutu. La digitalisation. Oui, là, je pense que là, on est foutu. Mais bon, il y a encore du vinyle, donc je me plains pas. Faut le faire vivre. Il faut continuer de faire vivre cet aspect concret de l'art, quoi. Le problème, c'est que c'est cher. C'est ça ça ferme des portes à beaucoup de gens. C'est vrai que tu peux pas... un vinyle à 30 balles versus Spotify illimité 10 balles. Bien sûr. Quoi que ça a augmenté d'1 euro, là. J'ai eu le texto avant-hier. C'est 11 € maintenant, Spotify. Ah ouais. Voilà, tout augmente, tout coûte cher au final. Donc, il faut savoir où placer son argent. Justement, pour continuer avec les artistes musicaux, tu parlais de clips. Il y a des clips qui t'inspirent. Tu aimerais en réaliser des clips, je pense. Oui. Où est-ce que tu en es là-dessus ? Alors, j'ai commencé un petit peu à faire de l'écriture de scénarios et direction artistique. Donc, c'est mes débuts. Ça fait 3-4 ans que je commence à toucher à cet univers-là. C'est déjà, excuse-moi, je te coupe, mais c'est déjà énorme de faire la direction artistique d'un clip, même si tu ne le réalises pas. Oui. C'est ta patte, quoi, quand même. Ouais, c'est ma patte. Donc, c'est vrai que souvent, ça a été main dans la main avec un ami réalisateur. Et puis là, je commence à faire mes pas un peu toute seule. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est un abord complètement différent de ce que j'ai pu faire avant. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. En fait, ça permet juste de faire évoluer mon travail vers d'autres pistes, un peu comme un arbre avec des branches. On a un tronc commun et puis
On a plein de petites variations en fait qui s'amènent et c'est toujours vraiment très intéressant de ramener en fait sa vision dans d'autres contextes, on va dire. Effectivement, je le sais puisque moi je suis vidéaste à la base. Effectivement, c'est une autre corde à son arc. Je préfère toujours la photo aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que la photo, c'est plus simple à mettre en œuvre quand même. Ça demande moins de moyens, on peut être seul. On n'a pas forcément d'une équipe technique autour de nous. Et puis quand on est un peu solitaire aussi dans son travail, c'est vrai que de retrouver son appareil photo, d'aller créer un petit peu... En photo, tu peux avoir une très haute exigence esthétique. Exactement. En étant tout seul. Oui, c'est ça. Alors qu'en vidéo, tu dois avoir une très haute exigence, mais malheureusement, parfois, tu peux pas tout gérer, quoi. Ça demande des moyens. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande soit des moyens financiers, soit des moyens techniques. Et alors qu'en photo, on peut toujours bidouiller. Franchement, ça, c'est chouette. On peut toujours s'arranger, on peut toujours bidouiller quelque chose et puis avoir le résultat qu'on souhaite, sans forcément beaucoup de moyens. Effectivement, ouais. Pareil, l'année dernière, je fais encore une fois référence à cette vidéo qu'on a tournée ensemble, que j'avais adorée. On a parlé de l'artiste et notamment on avait fait référence à qu'est-ce que ça veut dire pour nous être artiste, quelle est la définition qui fait sujet à débat d'artiste et comment on peut s'autoproclamer artiste. Je me rappelle que l'année dernière, tu étais plutôt sur la réserve en te disant qu'on ne peut pas s'autoproclamer artiste, mais c'est les gens qui le définissent. Aujourd'hui, est-ce que ça a évolué ou t'en es avec cette identification, si je puis dire? C'est vrai que moi, comment dire, j'aime, comment expliquer, c'est un sujet touchy. Ouais, c'est un peu touchy. C'est que, moi déjà, j'ai un petit problème de légitimité entre guillemets avec mon travail. Ça veut dire que moi-même, toute seule, je n'aime pas me dire je suis une artiste. Après, là, il n'y a pas longtemps, j'ai changé de statut. Je suis à la Maison des artistes et je suis artiste photographe. Oui. Donc, j'ai entre guillemets cette dénomination parce que, voilà, pour moi, un artiste, il crée. Il n'est pas dans cette prestation dont on parlait tout à l'heure, dans laquelle un artisan photographe se trouve. Lui, il est dans la prestation. Un artiste photographe est dans la création. Il crée des œuvres qui sont protégées par des droits intellectuels. Donc ça, c'est un peu le côté législation, on va dire, du côté artiste dans la photographie. Mais un artiste, en fait, comme ce qu'on disait, tu vois, avec l'arbre, pour moi, un artiste, il a son domaine, mais en fait, il va explorer, naviguer vers plein d'autres univers. En fait, il a sa vision à lui, et il va pas forcément s'ancrer à un médium. Il peut faire, par exemple, un peintre, il peut tester de la peinture à l'huile, du croquis, il pourra peut-être faire de la sculpture, il pourra peut-être faire de la photographie dans les périodes les plus avancées. En fait, c'est travailler une vision, c'est travailler une création, une vision qui est purement personnelle. Et pareil, il ne s'adapte pas. Il peut s'adapter, mais il s'adapte à lui-même en fait. C'est une personnalité, un artiste. J'ai une personnalité artistique et je crée. Et j'ai ce besoin de créer, j'ai ce besoin de le partager aux gens. J'ai ce besoin d'avoir, de montrer ma vision du monde aux autres, on va dire. Et c'est une forte subjectivité qui s'exprime. Et en fait, c'est pour ça que la notion d'artiste, je pense, est vraiment fluctuante, quoi. On peut même être artiste à une période, ne plus l'être à une autre période. Ah oui, tu crois? Je voulais pas te bloquer, mais mais ça m'intéresse. Parce que, en fait, je pense que c'est un peu à géométrie variable, on va dire, un artiste. Ça dépend de ta période. Je pense qu'on reste toujours... Si on a été artiste, on a une âme artistique. On a une âme, mais peut-être qu'on va pas forcément s'en servir dans le monde concret. Et du coup, aux yeux des autres, on sera plus un artiste vu qu'on ne produit plus. Mais pour nous, on aura toujours cette âme de création, cette âme artistique, ce besoin de créer, ce besoin de partager, d'utiliser ces médiums pour en fait communiquer. Voilà, c'est une manière de communiquer, Non, je vois. Mais c'est vraiment marcher sur des œufs, quoi. C'est avec ce terme d'artiste. Oui, mais j'ai ma petite idée là-dessus. C'est parce que c'est un terme qui est largement galvaudé aujourd'hui, je pense. Voilà. Tout le monde se dit artiste. Voilà. Mais... si tu veux, moi, pour aller au bout de ce que je pense... Alors, je partage ta définition de l'artiste. Vraiment, ça, j'ai pas de débat là-dessus. Par contre, artiste...
comment dire, pour moi, c'est un statut qu'on te donne ou pas. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens s'autoproclament artistes et du coup, on se noie un petit peu dans un problème, un conflit de débat. Qu'est-ce que c'est un artiste véritablement ? Et en fait, moi, alors si on me dit que je suis un artiste, très bien, je le prends très bien si tu veux, mais personnellement, je préfère dire que je suis photographe pour la simple et bonne raison que photographe, c'est relié à des compétences, alors qu'artiste, c'est pas relié à des compétences. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être artiste dans quoi ? Donc toi, tu es artiste photographe, par exemple. Alors il faudrait préciser à chaque fois. Mais en fait, juste ce que je veux dire, c'est artiste, c'est un statut. On me le donne ou pas, personnellement, c'est très bien. Alors que photographe, c'est un savoir-faire, plus que des compétences, encore une fois. C'est un savoir-faire. Et, je sais pas, j'aime bien dire que je suis photographe, plus que de dire que je suis artiste. Mais c'est tout. Après, c'est un truc très personnel. Hein, sauf que c'est tout aussi flou, parce que tu pourrais être photographe immobilier, tu pourrais être photographe de sport, tu pourrais être photographe aérien. Alors qu'au fond, tu es artiste photographe, parce que tu crées tes photographies. Et tu crées ton réel, tu crées tes scènes. Tu viens pas capturer un moment, tu crées ce moment. Effectivement, tu m'as retourné le truc. Et oui. C'est pour ça que dans la notion d'artiste et même dans la notion de photographe, il y a un éventail immense de nuances en fait dans ces milieux-là. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu touchy de dire... de vraiment classer les choses, quoi. Mais alors du coup, est-ce que le problème viendrait pas du fait que c'est, à tort peut-être, un terme prétentieux ? Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, que les gens imaginent que artiste, tout d'un coup, c'est le Saint Graal. Alors qu'en fait, artiste, ça serait peut-être quelque chose de plus banal qu'il n'y paraît. Et oui, et puis au fond, artiste, c'est peut-être pas forcément si beau de dire ça. Si on regarde dans l'histoire, les artistes les plus célèbres ou les plus talentueux sont pas toujours des hommes ou des femmes forcément très... soit joyeux, soit forcément avec de belles valeurs. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un côté aussi sombre de l'artiste. Ouais. L'artiste, c'est un peu l'artiste perdu, l'artiste qui n'est pas forcément en accord avec le monde dans lequel il vit. Et en fait, c'est pour ça que l'artiste, c'est une personnalité. Au-delà de son art, c'est une personnalité, c'est une vision de la vie, c'est une inadéquation parfois avec le monde dans lequel il vit. Et du coup, ce besoin de se créer son monde à lui et de le partager. Parce qu'en fait, il y a cette notion-là aussi dans l'artiste. On peut créer seul dans son appartement, mais en fait, c'est aussi ce besoin de le montrer aux autres, de le présenter, de dire voilà, moi, je fais ça, je vois les choses comme ça. Si vous aimez pas, j'en ai rien à faire. Mais moi, je fais ça et je vois les choses comme ça. Et c'est de s'assumer. Et donc, c'est vrai qu'on enjolive vachement ce côté artiste, alors qu'au fond, c'est pas si joli que ça, quoi. Quand ça se passe dans la tête des artistes, c'est pas tout beau tout rose. Hein, donc, une grosse charge émotionnelle derrière ce mot, en fait. Exactement. C'est, ouais. En tout cas, c'était intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et tu vois, tu m'as retourné mon... C'est pas une posture que j'avais, même si tu sais la façon dont tu le communiques, ce que je viens de te dire, ce que je viens d'expliquer, tu peux le faire comme une posture pour être en provocation par rapport au fait de s'autoproclamer artiste. C'est ça. Mais là, tu me l'as retourné. Mais au fond, regarde, c'est un statut, artiste-photographe. Oui, c'est un statut, ouais. Donc, ça reste quand même dans le réel et ça reste un vrai métier, tu vois. Je suis artiste-photographe. Sinon, je suis artisan-photographe. Et du coup, là, on arrive à déjà capter la différence. Ouais. Effectivement. On va changer de sujet. C'est toujours, encore une fois, c'est toujours la photo. Il faut que j'arrête de dire on va changer de sujet. Mais on va parler de matériel. C'est plus concret, c'est plus technique, moins sujet à débat peut-être, quoique. Il y a toujours des choses à dire. Oui, il y a toujours des choses à dire. Avec quel matériel tu travailles aujourd'hui ? Alors, je travaille récemment chez Nikon. Oui, bienvenue dans la famille. Oui, quel plaisir. Non, j'ai tout fraîchement eu l'opportunité de faire partie de la famille Nikon en étant de la team créateur. Et du coup, j'ai récemment acquis le Z6 II. Oui. Qui est un petit bijou que j'adore. Donc c'est la nouvelle gamme d'hybrides que Nikon a sortie et qui est archi performante et avec laquelle je m'éclate à réaliser des photos, des vidéos même.
Et oui, tu trouves le goût de la vidéo avec cet appareil parce que tu as fait un sacré bond en avant entre ton ancien appareil et celui-ci. Exactement. C'est vrai qu'il s'est passé peut-être 10-15 ans entre la sortie de l'appareil photo que j'avais avant et le Z6 II que j'ai récemment. Donc c'est vrai que j'ai vu les avancées technologiques qu'il y a pu y avoir entre ces deux boîtiers. Et pour le coup, c'est flagrant, quoi. Ouais. Les rendus vidéo n'ont rien à voir avec ce qu'on pouvait travailler avant. Donc là, pour le coup, moi qui avait toujours un peu cette envie de créer de la vidéo, de mettre en parallèle mes photos et de la vidéo, là, je m'éclate. Là, c'est un régal de pouvoir travailler avec un matériel pareil et une qualité, un rendu qui est époustouflant. Et avec quel objectif tu travailles ? Alors, je travaille principalement avec le 14-24 mm de la gamme ZS en 2.8. Ouais. Et ensuite, j'ai le 24-70 focale 4. F4, ouais. Qui est super aussi. Ouais. Donc, qui n'est pas de la gamme S, je crois. Non, qui n'est pas de la gamme S, mais franchement, il est super. Ouais. Et puis, ça me permet d'avoir vraiment une large... je suis entre 14 et 70 avec mes deux objectifs. J'aimerais bien aller un petit peu plus loin sur du plus serré encore. Mais non, c'est très chouette de pouvoir bosser avec cette liberté, quoi. Et quoi qu'encore, déjà, 70, tu peux faire des plans sacrément serrés. Je pense à la dernière série que tu as postée sur ton compte Instagram, avec le maquillage rouge. Exactement. Tu as donné un nom à cette série, je ne me rappelle plus. Non, je n'ai pas donné de nom. C'est rare, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je n'ai pas forcément... Eh bien, je me rappelle du carrousel que tu as fait avec cette composition où il y a la modèle plan large et en dessous ou au-dessus, tu as un plan très serré. Un plan très serré sur son regard. Tu as recadré ou c'est vraiment avec le 70 mm ? C'est avec le 70, Tu vois, c'est déjà... C'est déjà génial. Et puis, sachant que la résolution est tellement bonne que j'aurais pu encore plus cropper dans mon image. Ouais. Mais c'est vrai que... avant, je bossais seulement sur du 24 mm en focale fixe. Pendant des années, je n'ai pas arrêté avec ce 24 mm. Donc là, le fait de pouvoir avoir des plans plus serrés, ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet d'avoir un nouvel œil un peu sur mon travail, sur mes idées. Et puis de me rapprocher un petit peu plus aussi de la modèle, créer un peu plus d'intimité, entre guillemets, me concentrer sur des détails. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, puis comme dans le cinéma, tu utilises telle focale parce que tu veux raconter telle chose avec ton cadre. Donc c'est bien de pouvoir changer de focale, d'avoir plein de focales différentes pour ton C'est une liberté. Franchement, c'est une liberté qui est coûteuse. Parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent d'avoir beaucoup de matériel. Mais c'est vrai que c'est une liberté qui est géniale. C'est pour ça que tu as des zooms, c'était pour que ça soit moins coûteux. Parce que l'année dernière, il me semble que tu m'avais dit que tu préférais bosser en focale fixe, il me semble. Au moins que je me trompe. C'est vrai, j'adorais les focales fixes, mais au final, depuis que j'ai eu la chance d'avoir ce nouveau matériel, j'avais pu tester le 14-24 et en fait, j'avais adoré. Franchement, le fait de pouvoir quand même avoir un petit peu de liberté de cadre, j'ai adoré plutôt que de changer d'appareil. Surtout que d'avoir des focales fixes qui sont presque les mêmes. Si on passe du 24 au 35... Oui, là, ça vaut vaut pas trop le coup. Il y a un petit changement, mais ça vaut pas forcément le coup d'avoir deux optiques différentes, quoi. Donc ça veut dire que si on a un 24-70, on peut passer au 35, au 50, au 70. Donc c'est quand même génial. Et puis aujourd'hui, à l'époque, c'était pas forcément le cas, mais aujourd'hui, on a quand même des qualités d'optique, même si on est sur un objectif. Avant focale fixe, on était concentré sur une focale, donc il y avait une résolution qui était plus importante, je trouve, que dans les objectifs navigants, entre guillemets. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2023, on arrive quand même à des rendus incroyables. Donc, les zooms sont vraiment de très bonne qualité, notamment chez Nikon, la gamme S, c'est un bijou. Ouais, c'est des beaux bijoux. Oui, et je sais plus ce que je voulais dire sur les focales fixes. Mon idée est partie, elle s'est envolée par la fenêtre. Au revoir, focale fixe. Au revoir, focale fixe. Non, je sais plus. Mais en tout cas, moi, le zoom me permet cette polyvalence, de changer de focale. Il y a ce sujet, et je crois qu'on en avait parlé, ce sujet de si tu travailles en focale fixe, c'est toi qui vas déplacer ton corps pour avoir le cadre que tu veux. Ouais. Quelque chose que j'entends, effectivement. Et que le zoom, du coup, ça sous-entendrait que le zoom a ce côté plus paresseux. Oui. Alors
que dans mon cas, peut-être que c'est le cas pour certains photographes, dans mon cas, je déplace toujours mon corps quoi qu'il arrive. Mais si je me mets à 50 ou à 85, c'est pour une raison. Je le fais pas juste par paresse. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la focale fixe, ça t'apprend à te déplacer. Ça, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'au fond, si on a un grand angle et qu'on veut shooter serré, on aura une déformation, donc autant aller sur du serré, autant aller sur du 70 mm. Comme ça, si on veut faire un plan serré, on n'aura pas cette déformation ou ce besoin de cropper l'image, parce que du coup, y a des éléments en trop sur les côtés. Donc c'est essentiel de changer d'optique et de s'adapter en fait à notre idée. Effectivement. Il ressemble à quoi l'appareil photo pour toi dans 10 ou 20 ans ? Est-ce que tu arrives à avoir une projection comme ça entre ce que toi tu aimerais ou ce que tu penses imaginer Alors moi, ce que j'aimerais, mais bon, ça ce serait peut-être pas dans 10 ans, ce serait pouvoir prendre des photos avec nos yeux. Ouais, je crois qu'il va falloir un tu peu vois, plus un que 10 petit ans. bouton sur la tempe comme ça et tac, tu peux... Ou même juste par la pensée. Ouais, c'est ça, clic. Je prends une photo. Non, mais en dehors de cette blague, je pense qu'on déjà on atteint quand même des niveaux, des technologies qui sont géniales. Déjà d'avoir des rendus photos à peu près égal au rendu vidéo, déjà c'est une superbe avancée. Mais c'est vrai que, je sais pas, peut-être que aller encore plus loin peut-être dans la balance des blancs, dans des étalons, enfin directement peut-être commencer à étalonner un peu sa photo ou sa vidéo sur l'appareil, tu vois. Ouais. Aller encore plus loin là-dedans, dans la colorimétrie. Enfin moi j'adore la colorimétrie, le travail de couleur, donc c'est vrai que ce serait un truc qui m'intéresserait d'avoir dans mon appareil vraiment des réglages beaucoup plus approfondis de la balance des blancs, des profils, etc. Pour avoir déjà... Je sais pas pour le Z6 II, mais alors en photo j'ai un doute aussi, je pense pas. Quoique il y a les profils de couleur. Les profils de couleur en photo que tu peux retravailler, même si tu peux pas aller aussi loin qu'un travail d'étalonnage. Par contre, je dis peut-être une bêtise, donc ça prendre avec des pincettes. En vidéo, tu peux travailler sur un profil de couleur à l'étalonnage, par exemple depuis DaVinci. Et l'importer dans l'appareil pour avoir directement à la prise de vue ton type de colorimétrie, etc. Même s'il faut faire des ajustements toujours parce que la lumière est jamais pareille, mais il me semble que tu peux importer les... des profils en fait que tu crées des... Tout à fait. Ah, c'est génial ça. Alors, à confirmer. Oui, mais c'est déjà chouette. Mais c'est vrai que... Non, là, j'ai toujours un peu du mal à me projeter dans le futur. C'est difficile, surtout que... j'aimerais tellement rentrer dans les usines comme chez Nikon, savoir sur quoi ils bossent en ce moment. Ouais, c'est ça, sur quelles nouvelles idées vers où ils vont aller, quoi. Surtout qu'ils ont de l'avance en recherche et développement, ils doivent avoir des appareils mais du futur. Moi, je sais qu'il y a un truc que j'aimerais voir, et je pense qu'on y tend un petit peu, parce que tu vois, par exemple, donc moi j'ai le Z8 avec un capteur à 45 millions de pixels, et 45 millions de pixels, on s'approche beaucoup du moyen format. Et par exemple, moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir essayer le Hasselblad X2D qui est du moyen format, 100 millions de pixels le capteur. Ah non, là, au secours, la qualité. Mais oui, je me rappelle la série que tu avais postée, incroyable, d'accord. Enfin d'ailleurs, pardon, mais c'est vrai que je me rappelle, tu pouvais zoomer dans ton image, mais presque à l'infini. C'est impressionnant. C'était fou. J'avais vraiment le cadre plan américain de ma modèle, je zoomais dans son œil. Mais en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que tu as l'impression de te rapprocher du réel, comme si on se rapprochait d'un détail, et on perd jamais de qualité, tu vois, quand on est dans la vie, on perd jamais de qualité, entre guillemets. Et là, c'est presque pareil, en fait, on a l'impression de se rapprocher, sans perdre aucune résolution. Et ça, c'est dingue, quoi. Et je pense que vraiment, les capteurs des prochains appareils, je pense que ça va se normaliser à du 45 millions de pixels et qu'après, on va aller à l'étape de suite. Chez Sony, je crois que ça va de suite sur du 60 millions de pixels, la 7R5, il me semble. Mais donc, comme avec la vidéo, tu vois, là, on arrive à de la 8K. Ça nous semblait inimaginable il y a 10 ans, tu vois. Donc... Alors, je vais te dire, je l'ai la 8K, je l'ai testé, c'est vraiment chouette. Mais alors par contre, c'est inenvisageable de travailler avec dans mes conditions. En fait, il faut avoir une des cartes SD du Turfu. Ah oui, ça pèse son poids. Ah ouais, ça pèse un poids infini. Et par contre, il n'y a que bizarrement à l'étalonnage, si tu filmes en RAW, donc en fichier brut 8K, l'ordinateur il bronche pas. Parce qu'effectivement, c'est un fichier qui n'est pas compressé. Donc il n'y a pas besoin de décompresser, ce qui fait que le logiciel n'a pas de mal à monter. C'est vrai que j'ai monté en 8K et je me dis, alors j'ai un Mac quand même relativement récent, mais je me dis, mais il bronche pas du tout.
et alors que je suis en 8 carreaux, et en fait je m'étais jamais fait la réflexion, mais oui effectivement, quand tu bosses en compressé, le logiciel doit tout le temps décompresser pour pouvoir travailler les fichiers. Alors là qu'en RAW, le fichier n'est pas compressé. Il faut trouver en fait les petits subterfuges pour... C'est trop bien, c'est trop bien. C'est vrai qu'on a de belles possibilités aujourd'hui et de nouvelles qui vont arriver, donc hâte de voir. Oui, toujours, mais c'est toujours un peu difficile de se dire... Ok, mon appareil, je l'ai là, c'est figé pour une dizaine d'années, c'est dur de se dire qu'il va y en avoir plein qui vont sortir avec plein de features différentes. On est déjà super content avec ce qu'on a aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux déjà que ce qu'on a là ? Il y a toujours mieux à faire, mais on arrive quand même là à des très beaux objets. Je pense, et c'est ma prochaine question que je voulais te poser, je pense que l'avenir aussi des boîtiers, ça va être tout ce qui va être aide aux photographes. Ils vont vraiment se focaliser là-dessus, je pense, les constructeurs. Et notamment l'intelligence artificielle. Oui. Alors, qui existe d'une certaine façon, parce que l'autofocus, c'est de l'intelligence artificielle pour moi. Donc ça existe depuis un petit moment, c'est vrai. Finalement. La reconnaissance des sujets, tout ça, l'appareil est intelligent finalement. Ils vont pousser, je pense, encore plus, tu vois, ce côté-là. Et alors, qu'est-ce que tu penses, tu vas voir, ça fait lien du coup, qu'est-ce que tu penses de l'émergence de l'IA, et notamment via Photoshop, on l'a vu là, ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est vrai que ça a pas mal, on en a entendu parler. Oui, j'ai l'impression que ça vient de nulle part, que tout d'un coup on a fait un bond exponentiel gigantesque. Moi je l'ai essayé, je sais pas toi, le Photoshop Beta. J'ai testé Photoshop Beta, j'ai recréé mon arbre, enfin c'était pas le même arbre, mais j'ai testé justement de travailler un petit peu avec. Alors, c'est vrai que c'est époustouflant, mais moi, je me vois pas l'utiliser pour le moment, parce que j'ai l'impression que ça dessert un peu ma créativité à moi, et j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail à 100%, tu vois. Ça veut dire que si je veux faire cette photo, j'ai envie de me démener pour la faire, j'ai envie de trouver le lieu parfait, de créer mon décor, de créer mes choses, et là, de tout faire en un clic, en fait, je sais pas si j'aurai la même fierté, en fait, par rapport à mon travail. Après, l'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, ça fait très longtemps qu'elle existe. Ça a toujours été une aide, et je pense que ça doit rester une aide ponctuelle. Mais de là à créer des projets entiers, comme on avait pu le voir, je ne sais pas si tu as vu passer la campagne Undies, qui a fait fureur, entre guillemets, où du coup ils avaient créé à 100% une photo à l'aide d'une IA, une campagne basée sur de l'IA. Là, je suis pas d'accord. Parce que du coup, ça enlève le travail de photographe, de DA, de maquilleur, de coiffeur, de styliste, tous les métiers visuels, créatifs dans lesquels on est. Et là, je suis pas d'accord. Mais par contre, si on a besoin de l'aide de l'intelligence artificielle pour un petit élément sur un projet déjà construit, là, je suis d'accord. Mais de là à tout mettre à zéro, à tout balayer et à remplacer par cette IA, je suis pas d'accord. Je pense que ça doit juste être un plus. Ouais. Pour l'instant, ça l'est, mais je pense que... J'ai un petit peu peur. Oui. J'ai un petit peu peur. Alors bon, je suis plutôt négatif en général ou sarcastique, mais là, je pense qu'on va dans le mur. Après, les évolutions ont toujours existé. Au fond, l'ordinateur n'a pas remplacé le livre, tu vois. L'ordinateur aide, mais le livre existera toujours. Ça veut dire que là, je pense qu'il faut le temps aux gens de digérer un peu toutes ces nouveautés, de savoir comment s'en servir. Oui, mais c'est ça. Espérons qu'on s'en serve de la bonne manière. Après, tout est dans pas dans l'intelligence artificielle, mais dans l'intelligence des gens d'user de ce produit-là. Mais tu vois, tu parlais de temps, mais moi j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de digérer. À peine on voit un truc émerger, il y a un autre truc qui arrive. Alors là, concernant l'intelligence artificielle, c'est la performance à laquelle elle recrée des choses. Non, c'est effrayant et en même temps c'est impressionnant. Moi je m'en suis servi sur un shooting avec Roxane, toujours, Holo. Oui, c'est vrai, avec une hibou que tu avais ajoutée, c'est ça. En fait, depuis que je la connais, vu que son pseudo est basé sur le mot owl, qui est hibou en anglais, j'avais ce fantasme de faire des portraits de Roxane avec un vrai hibou, tu vois. Compliqué de le faire. Si j'arrive à le faire, je le ferai, tu vois. Si tu vas au Puy du Fou, enfin je sais pas où, là où il y a des trucs d'oiseaux. Ouais, je pense. Mais ça sera des faucons, peut-être, tu vois, pas forcément des hiboux. C'est dur, c'est pas impossible. Ouais. Mais là, d'un clic, entre guillemets, même si j'ai passé un petit peu de temps, mais d'un clic, j'avais un hibou sur son épaule. C'est ça. En fait, ça te rend possible des choses que tu aurais pensé impossibles. Mais au fond, est-ce que tout est impossible ? Non. Donc c'est pour ça que moi, je suis plus de cette école où j'ai envie d'aller chercher les choses. Si c'est pas possible maintenant, tant pis, peut-être que ce sera possible plus tard. Mais
Après, voilà, ça, c'est mes pensées de maintenant, de 2023. Oui. Et peut-être que l'année prochaine, je l'utiliserai un petit peu dans mon travail. Mais c'est vrai que je me sentirais moins légitime, en fait, de travailler une photo avec ça. Si ça sert moi, je pense que si ça sert ta créativité, je pense que tu pourras l'utiliser. De temps en temps, sans que ça devienne trop récurrent, l'utiliser tout le temps pour tout et pour rien. Parce qu'après, voilà, on finit par du coup se dire tant pis, je le ferai avec ça. J'utiliserai ça avec l'intelligence artificielle. Tant pis. C'est vrai que ça peut être problématique si ça devient de la paresse Exactement, intellectuelle. Ça peut pousser à la paresse. Donc, encore une fois, c'est aux gens de l'utiliser de la manière dont ils le souhaitent, avec intelligence, sans faire de mauvais jeux de mots, et avec parcimonie. Mais voilà, on fait tous face aux changements, aux évolutions, et fallait que ça arrive. Oui, le cinéma nous avait prédit ça depuis longtemps d'ailleurs. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu sais que la photographie a été largement décriée par les peintres à l'époque de la création de la photographie. Tout d'un coup, les peintres étaient appelés pour faire des portraits, et là tout d'un coup il y a une machine, un objet qui remplace et qui le fait encore mieux. C'est ça. Mais est-ce que les peintres n'existent plus ? Non. La peinture perdure, on la trouve toujours dans les musées. C'est un art qui a toujours autant de splendeur. Donc espérons que ça continue de cette même manière. Mais voilà, c'est vrai que ça déshumanise en fait la création. Ouais. Et alors que l'art est quelque chose d'humain à la base. Donc espérons que ça ne déshumanise pas nos créations. Et juste pour finir avec ça, encore une fois, j'avais lu un papier. Les peintres pensaient que comme c'était fait par une machine, la photo, c'était pas humain pour eux. Ouais. Ah oui, c'est un outil, l'appareil photo. Non, mais je me fais l'avocat du diable parce que je partage à peu près le même avis que toi. Mais c'est vrai est-ce que parfois on n'est pas un peu réac et un peu j'ai plus le mot, réfractaire, tu sais, à l'évolution parce qu'on est concerné, très dur. J'en parle à ma mère, l'intelligence artificielle, elle en a rien à secouer. Parce qu'on a tous une âme un peu conservatrice. Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, il y a les conservateurs, il y a les progressistes. Mais dans l'art, c'est vrai qu'on a toujours cette envie de conserver un peu l'authenticité de la création. Donc c'est vrai que la photo, quand elle est arrivée, elle a dû faire peur à beaucoup de gens. Et pourtant, elle n'a pas pris la place de tout le monde. Elle a pris sa place à elle, mais elle a laissé la place à tous les autres qui continuent d'exister encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'intelligence artificielle fasse table rase de tout, mais prenne sa place et laisse la place aux autres, comme toutes les évolutions ont pu le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est de conserver l'authenticité qu'on a déjà et d'ajouter un plus, d'évoluer toujours. Un outil. Exactement. Ça sera le mot de la fin pour ce sujet. Raphaël, on va parler d'exposition et d'avenir. Oui. Alors tu as exposé déjà via Imagination Paris. Exactement. À Milan, à Paris, à New York. Ouais. Comment ça s'est passé, ces expériences ? C'était super. Déjà, c'était très chouette d'avoir pu être contactée, invitée sur ces expositions. C'est des projets que la petite Raphaël aurait pensé impossible il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir exposer dans des villes déjà à l'étranger, d'aller jusqu'à New York pour présenter mon travail. Ça a été une belle fierté, on va dire. Et une très belle opportunité. Et puis de partager ça avec d'autres photographes tout aussi talentueux dans un même contexte, de se rencontrer, de pouvoir échanger, ça concrétise un petit peu le travail, tu vois. Oui, ouais. Ça me permet de me dire, ok, je suis bien photographe. Et mon travail plaît a priori. Exactement. Donc, effectivement, et ça fait plaisir de voir ces photos tirées. En fait. Exactement. Ça, c'est dans des grands tirages, ça fait tellement du bien de voir ça. On aborde les choses d'une manière différente et je trouve que ça manque, tu vois. On en parlait tout à l'heure du digital, mais il prend trop de place aujourd'hui et c'est vrai qu'on a besoin de ramener du réel dans nos créations. Puis ça banalise la pratique de la photo, le numérique. Ouais. C'est tellement instantané, facile. C'est ça. On prend plus le temps de regarder. Ouais. Tu vois, tu scrolles ton feed Instagram indéfiniment, tu revois des images que tu as déjà vues ailleurs. Enfin, et puis, je trouve que ça noie le poisson dans l'eau, alors que de se déplacer dans un musée, de prendre le temps d'observer chaque œuvre, qui sont devant toi, tu peux te rapprocher, tu peux t'éloigner, tu peux la regarder de trois quarts, à droite, à gauche. Et c'est ça qui est cool, c'est de réhumaniser, j'aime bien déshumaniser, réhumaniser, mais voilà, de rendre réel un petit peu ce qu'on fait. Tout à fait. Et
big news, tu vas faire ta propre exposition à Paris. Oui. T'en as pas trop parlé, je crois, sur les réseaux sociaux. Non, je vais sortir toutes les informations, je pense, à la rentrée en septembre-octobre, étant donné que mon exposition se déroulera en novembre. Mais je peux déjà annoncer les dates. Écoute, le podcast, il sortira, si je ne me trompe pas, le 21 août. Ok. Donc, tu peux y aller. Ça fera une pré-news, on va dire. Ça fera une pré-news. Mais du coup, oui, j'organise ma première exposition en solo qui se déroulera à Paris, à l'atelier René, juste à côté de République. Et ce sera du 10 au 12 novembre inclus. D'accord. Et du coup, c'est une exposition qui, pour moi, c'est ma première. Et j'avais envie de frapper fort. Donc, au-delà d'exposer mes photos, j'ai envie de recréer vraiment mon univers au travers d'un gros travail de décor et de direction artistique au sein de l'exposition. Et donc, je travaille une thématique générale un petit peu. D'ailleurs, je peux un petit peu en parler. Vas-y. Mon exposition se nommera Entre chiens et loups. Et entre chien et loup, c'est une expression qui signifie le moment de la journée où le soleil se couche, la nuit se lève, et c'est un moment où la lumière est incertaine et où on ne saurait distinguer un chien d'un loup. Moi, ça m'inspire quoi ? La réalité et le rêve. 2 thématiques entre lesquelles j'aime beaucoup naviguer dans mon travail. Et en fait, j'ai eu envie de travailler cette frontière entre rêve et réalité, entre ombre et lumière, entre printemps et hiver, et de confronter justement 2 opposés qui créent une nouvelle réalité. Et donc, cette exposition traitera de tout ça, de toute cette manière aussi de voir les choses, de voir ma manière un peu de voir ce monde-là un petit peu déformé, entre guillemets. Et j'ai envie de frapper fort, d'emmener le spectateur dans mon univers à 100%, de le plonger dedans, de le prendre par la main et de l'emmener avec moi. Voilà. Et du coup, il y aura des travaux originaux, des séries qu'on n'a pas vues. Oui, il y aura quand même pas mal de choses que j'ai déjà faites. Il y aura aussi des inédits. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire une belle sélection de mes œuvres au sein de cette thématique. Et je compte également sortir un petit ouvrage à l'occasion qui recensera toutes mes créations qui sont inscrites dans cette thématique entre rêve et réalité. Et justement, j'allais te poser la question du livre, parce que ça, c'est quelque chose que je crois que je préfère encore plus le livre que l'exposition, très personnellement. Ouais. Je vais y arriver à la poser cette question. Qu'en est-il de toi ? Est-ce que tu prévois de faire un livre ? Mais un livre comme un catalogue d'exposition ou alors un vrai livre Un petit peu des deux. Là, pour le moment, pour cette expo, ce sera un livre qui recensera donc les photos de l'expo et d'autres photos qui vont avec cette thématique. Oui. Mais j'ai le projet de sortir... Donc ça, ce sera pour plus tard, ça va prendre le temps de se faire. Mais j'ai envie de créer un espèce de journal intime photographique. Comme il y a beaucoup de réflexions autour de mes images, j'ai envie de partager en fait donc mes images et en fait les réflexions qui vont autour, avec des textes, des anecdotes, des citations d'artistes qui m'ont passionnée ou qui ont pu m'inspirer dans mes créations. Et en fait, j'ai envie de faire un objet un petit peu personnel où il y aurait du coup mes photos, par exemple, mes 4 dernières années de création, avec en plus tout le contexte qui va autour, mes pensées, des anecdotes sur les shootings, enfin plein de petites notes un petit peu pour enrichir aussi mon travail. Parce que comme je l'ai dit, il y a un côté très cathartique, très personnel, et c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur de montrer le sens de mes photos. Et ça, ce serait pour plus tard, je pense. J'ai vraiment envie de prendre le temps d'écrire, de bien écrire. J'adore l'écriture aussi, donc ce serait l'occasion pour moi de montrer un petit peu ce pan de ma personnalité aussi. Oui. Donc, je prendrai le temps de faire cet ouvrage, mais pour le moment, pour accompagner l'exposition, ce sera un plus petit format. Je pense d'une 100aine de pages quand même, mais c'est pas mal déjà. Ouais, c'est quand même pas mal parce que mine de rien j'ai pas mal produit, donc il y a beaucoup de choses à montrer et j'ai envie de ramener un petit peu tout ça dans un ouvrage commun. Et ça, c'est super que tu fasses une exposition en solitaire parce que c'est effectivement, on parlait d'Imagination Paris, je connais aussi, et c'est vrai qu'il y a ce côté impersonnel où tu es noyé dans la masse. Exactement.
Imagination Paris, sans médire sur le principe, parce que je suis très content d'avoir exposé quand même avec eux, finalement c'est très impersonnel, tu n'arrives pas à ressortir vraiment de la masse d'artistes qui sont tous talentueux, et c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à Instagram en vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et puis en plus de ça, on ne peut pas vraiment voir, on voit une photo d'un artiste, mais est-ce que ça décrit tout son travail ? Voilà. Donc c'est compliqué d'aller plus loin. Ouais. Sinon, il faut vraiment avoir un réel coup de cœur et se dire attends, là je vais chercher cet artiste, je vais m'y intéresser. Super. Mais c'est vrai qu'on est tellement noyé qu'on ne prend pas forcément le temps de le faire. On voit une photo qu'on adore et puis en fait, 6 mètres plus loin, il y en a une autre qui est géniale aussi. Donc il y en a certaines quand même qui nous accrochent l'œil, mais de là à capter vraiment l'univers des artistes qui sont exposés, bah non. Donc c'est vrai que c'est délicat et encore une fois, c'est vraiment pas pour médire sur le principe, parce que c'est bien qu'il y ait des événements. Non, parce que c'est un très beau concept quand même. Et effectivement. Voilà. Et c'est vrai qu'à Milan, moi, j'ai fait la première partie, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait la première partie de Nicolas Fols. Quand les portes se sont ouvertes, tout le monde s'est rué vers Nicolas Fols. Comment leur en vouloir ? Mais là, il avait un cadre avec plusieurs photos, tu vois, il avait un spot avec plusieurs de ses photos. D'accord. Donc c'était immense, et nous on avait toutes les salles, je pense qu'on avait exposé au même endroit. C'était à la Fondation Matalone. Oui, tout à fait. Lucia Matalone. Quelque chose comme ça. Je ne saurais pas le redire, je vais pas m'aventurer à le dire. Mais c'était ça, ouais. Donc voilà, c'est juste une réflexion, c'était pas pour me plaindre, mais c'est effectivement là, toi, dans cette exposition, c'est ton exposition, elle te ressemble à 100%. C'est ça. Et tu vas la mettre en valeur comme toi, tu veux mettre en valeur ton travail. Exactement. C'est vraiment, je dirige tout de A à Z. Ça fait déjà quasiment 2 ans que je suis quand même en réflexion sur cette exposition. Et je me doute, c'est long. Ouais, c'est long, mais il faut tout ce temps aussi pour soigner les idées, aller vraiment à fond dans la direction artistique qu'on a envie d'aborder et de montrer qui on est. Ça prend du temps. De montrer la bonne manière de montrer son travail, ça prend du temps. Donc là, il me reste encore quelques mois. C'est les mois un peu d'attaque sur l'impression des tirages, les devis, les trucs, les machins. Là, c'est le concret. Mais c'est vrai que la réflexion a pris énormément de temps. Et tant mieux. C'est là où il faut se dire, il faut prendre le temps de faire les choses. Là, on en parlait tout à l'heure, mais on est dans une vaste consommation de plein de choses. Ah ouais. Et en fait, il faut savoir se poser, prendre le temps de faire ses projets. Même si ça prend 5 ans, c'est pas grave. Dans 5 ans, ce sera encore mieux que si c'était maintenant. Donc... Ça, c'est sain de penser comme ça. Exactement. C'est très difficile aujourd'hui de penser comme ça. C'est dur, mais ça fait du bien quand on se détache de cette instantanéité et ça fait prendre de la valeur aux choses. Tout à fait. Alors, on approche de la fin de ce podcast. En plus de cette exposition que tu vas faire, qui c'est vraiment ton prochain gros événement, est-ce que tu as d'autres projets à futur à nous faire part, des événements à nous faire part ? Est-ce qu'il y a quelque chose, des projets qui te tient à cœur qui vont arriver ? Déjà, l'exposition, la création de ces livres. Et pour le moment, c'est ce qui me prend tout mon cerveau, on va dire. Je pense qu'on verra pour plus tard. Ouais. Je vais attendre déjà la fin de cette année avec tous ces gros projets pour penser à plus grand. Mais en fait, j'ai vraiment envie de me développer dans ce côté artistique, d'en ramener... concrétiser mon travail, ne pas me contenter juste de mon site internet, de Instagram. J'ai vraiment envie de faire vivre mon art dans le réel, quoi. Donc voilà, les livres, continuer de vendre mes tirages, pourquoi pas peut-être d'autres expositions. Mais déjà, j'ai envie que cette première expo frappe assez fort pour que je puisse avoir l'opportunité de faire d'autres choses derrière, quoi. Oui, et pourquoi pas d'avoir des propositions d'exposition dans d'autres pays, dans d'autres villes. Dans des galeries, etc. C'est un petit peu le but. Mais on va voir comment ça se passe derrière. Mais je vais mettre tout mon amour, tout mon cœur dans cette exposition. J'en doute pas. Redis-moi les dates. Du 10 au 12 novembre inclus. 10 au 12 inclus. Ça tombe un week-end ? J'ai pas les dates ça tombe en week-end. Ok. Je vais les noter sur mon téléphone. J'espère, je te promets rien, mais j'espère être présent à Paris pour voir ton exposition. Ce serait trop chouette. Je t'appellerai. Je suis très content et j'ai aussi hâte que tu sortes ce livre. Alors là, j'ai bien compris que c'est dans un futur un peu plus lointain, mais effectivement, le livre, c'est comme ça que je consomme, c'est un vilain mot, mais c'est comme ça que je me cultive dans la photo. J'aime énormément le livre, donc de voir un livre sur ton travail, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, on a l'impression d'avoir l'artiste avec nous aussi un petit peu. De le prendre, de le feuilleter, de se replonger dedans.
Parfois, on peut le lire très vite et puis parfois, on le reprend, on regarde les images un peu à l'unité. Mais en fait, ça nous permet d'avoir accès directement chez nous à cette petite essence de l'artiste. Effectivement. Et c'est comme si on l'avait un petit peu avec nous. Ouais. Et puis, il y a ce côté, tu sais, moi, je suis introverti de base, même si la vie a fait que j'ai réussi à m'ouvrir un petit peu, à me sortir de cette bulle d'introverti. Mais je pense que j'ai ce lien encore... où j'ai besoin d'introspection, et c'est vrai que le livre m'apporte ça. Je suis dans mon chez-moi, dans un univers contrôlé. Dans ta bulle. Et là, voilà, dans ma bulle. Ouais. Et là, tout d'un coup, je découvre un univers, et c'est plus fort pour moi que d'être devant une exposition. Mais vraiment, c'est très personnel, hein, parce que l'exposition, c'est super. Oui, vraiment, c'est vrai que c'est deux aspects complètement différents, mais chez toi, ça veut dire que tu choisis ce moment où tu veux prendre ton livre. C'est le moment de le prendre, de le feuilleter au coin du feu, au bord de la piscine ou juste dans un champ au soleil. Mais c'est vrai que tu choisis le moment où tu feuillettes ce livre, tu es tout seul, tu peux prendre le temps que tu veux sans qu'il y ait quelqu'un pour te déranger à côté de toi, pour passer devant toi pour prendre une photo du tableau. Hein, on en a marre de ces gens-là dans les musées, sérieux, faut arrêter. Mais c'est vrai que tu peux vraiment prendre le temps de feuilleter et de te plonger un petit peu aux côtés de l'artiste dans son travail. Tout à fait, je partage ça. Mais merci beaucoup Raphaël, ça m'a fait plaisir de t'accueillir pour ce podcast. Merci à toi. Chaque fois nos discussions elles sont passionnantes. C'est donc je suis très content. Plaisir. Merci et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs. Je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Instagram de Panajou. D'ailleurs j'invite les gens à venir t'abonner à ta page Instagram. Raphaël Lorgeril, tout attaché ? Non, c'est Raphaël. Raphaël tout court ? RAFAE2L.E. Voilà. Mais si vous tapez Raphaël Lorgeril, vous trouverez aussi mon compte. C'est bien de le dire, mais de toute façon, il y aura les liens. Je suis bête. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est pour ça je suis déconnecté de la réalité. Il y aura les liens tout en bas, évidemment, comme à chaque fois. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram pour pas louper la page Instagram de Panajou, pour pas louper les actualités du magasin et aussi du podcast. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode le mois prochain. Et encore une fois, merci Raphaël. Merci à toi, Tom.